Ok. Alors, j'espère que je pense que vous voyez mon écran. Donc, je vais lancer la vidéo sur le projet Léopard. Ok, il est là. Bon, vous voyez la vidéo? Le projet Léopard est l'un des 8 projets retenus dans le cadre du second pilier du programme européen LIP-RE, Long Term Joint. Je veux savoir juste si vous voyez la vidéo et vous entendez. Oui, c'est bon, Fadel, ça marche. Oui. European Union, African Union Oui, on Machine entend Innovation Partnership on Renewable Energy, financé par la Commission européenne. Celui-ci vise à créer une communauté de recherche et d'innovation entre Europe et Afrique pour la promotion des énergies renouvelables. Ce réseau regroupe 83 partenaires de 33 pays. Débuté en 2021 et pour une durée de 5 ans, le projet Léopard vise à disséminer la technologie microgrid en Afrique de l'Ouest en concevant, testant et évaluant une solution conteneurisée de production d'électricité à partir de sources renouvelables. Piloté par l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens en France, ce projet d'innovation collaborative entre acteurs académiques et économiques compte 6 partenaires béninois, sénégalais, allemands et français. Le centre Songaï, l'entreprise Ares, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, le centre de test des systèmes solaires EIFER et le pôle Médé. Un premier démonstrateur Léopard a été mis en service le 15 septembre 2022 sur le site du centre Songaï à Porte-Novo au Bénin. Un deuxième démonstrateur sera installé courant 2023 également au Bénin. Le projet définira les conditions pour répliquer cette technologie innovante au Sénégal. Léopard est un projet d'avenir encourageant la transition énergétique en Afrique de l'Ouest par une solution microgrid concrète, soutenable économiquement et socialement. Ok, donc merci beaucoup. Donc ça c'était un peu la présentation du projet Léopard, en tout cas suite à l'introduction donc de Ahmed, qui est en fait le coordinateur de ce projet. Donc sans plus tarder, donc on va donner la parole à Ababacar Ndiaye, que je viens de nommer animateur, qui va partager effectivement son écran. Ababacar, vous avez donc la possibilité. Et comme ça, vous allez pouvoir effectivement présenter en tout cas le thème de ce webinaire d'aujourd'hui qui parle de l'exploitation et de la maintenance des mini-grids. Ok, M. Ndiaye, vous avez la parole. Alors, vous voyez mon écran? On voit ton écran, il faut se mettre en diaporama. Oui. Mettez-vous en diaporama, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, M. Ndiaye. Professeur Ndiaye, vous avez la parole. Voilà, donc bonjour Ahmed, hein, bonjour Laura, bonjour Fadel et bonjour toute l'assistance. Alors, donc je m'en vais donc aujourd'hui partager avec vous une présentation sur l'exploitation et la maintenance des installations de type mini-grid, mais de manière générale des installations de type PV, puisqu'il y a la démarche méthodologique quasiment sur une partie, la majeure partie des processus reste les mêmes. Alors, j'avais eu l'opportunité d'animer la première séquence sur les généralités sur les mini-grids. Après, les collègues ont pris le relais sur la partie évaluation du potentiel, dimensionnement et installation, qui a été la dernière séquence avant celle d'aujourd'hui. Et donc, pour boucler la boucle, nous parlons aujourd'hui d'exploitation et de maintenance de ces systèmes-là. Alors, ce que je vais présenter, ça va permettre, prétexte un peu d'aborder la problématique, de montrer ce que nous, sur certains aspects, notamment l'aspect exploitation, nous resterons assez génériques par rapport à la démarche habituelle.
parce que dans le cadre du projet, les installations mises en œuvre, nous sommes tous dans l'état projet. Donc, la démarche d'exploitation en tant que telle que nous l'abordons ici et qui se fait de manière générale, n'est pas encore mise en place sur ce point-là, mais la démarche sera la même. Après, ce qui va manquer, ce qui reste à définir, c'est la contractualisation entre les usagers et les exploitants. Alors, sur l'aspect maintenance, on va d'abord commencer par parler de la démarche qu'on a adoptée, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle qualité, tout ce qui est détermination de état de référence du système, des installations, et avant de pouvoir parler de maintenance, parce que ce sont cette étape-là qui nous permet de pouvoir garantir une maintenance, d'avoir une durabilité. Donc, nous présenterons cette partie-là conformément à l'approche que nous avons eue dans le cadre du projet Léopard, notamment celle qui a le mini-grid qui a été installé à Songhai. Alors, donc, dans un premier temps, donc, je parlerai d'exploitation. Dedans, après, entre exploitation, on parlera également de contrôle qualité, donc détermination d'état de référence, avant de venir sur la maintenance de manière générale, mais bien entendu, maintenance d'entretien, entre guillemets, de la maintenance préventive. Alors, quand on parle d'exploitation de mini-réseaux, de systèmes PV de manière générale, mais ça reste, si on est dans notre cible, c'est tout simplement la stratégie qui est mise en place, le processus qui est mis en place entre les différents acteurs. Hein. Donc, et ça permet donc de pouvoir exploiter de manière efficiente, de manière durable l'installation. Donc, ça demande quand même une certaine organisation, une synergie, mais basée sur des protocoles, des relations assez claires dès le départ. Et ça, cette synergie-là, cette stratégie, doit tenir compte des acteurs en jeu dans ces installations-là. Et ces acteurs, c'est quoi? Ben, c'est les opérateurs, donc les concessionnaires, c'est les usagers, donc qui sont vraiment les cibles pour lesquels, mais c'est également les techniciens pour lesquels l'installation qui sont chargés d'entretenir cette installation et de l'exploiter tout simplement. Alors, si on parle des opérateurs, l'opérateur, ben, généralement, c'est une structure. Dans le cas des mises en place, c'est une structure de l'organisation qui est chargée de l'organisation et de la gestion donc, de l'installation, de la centrale. D'accord? Alors, qui a un statut, bien entendu. Son statut, ça peut être une entreprise privée, souvent c'est le cas, une bonne partie. Ça peut être une association communautaire, ça peut être une collectivité locale. Alors, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que sa mission, elle est clairement définie en termes de gestion et d'exploitation de l'installation, donc du mini-réseau, mais également, son statut doit être clairement défini. Alors, son rôle principal, donc, comme on l'a je l'ai un peu dit, c'est donc de contrôler, donc, de gérer le paiement, donc la tarification, la facturation, mais donc autrement la partie financière, donc par rapport aux usagers, à qui il doit assurer un service bien clairement identifié dès le départ. Il doit aussi s'occuper de la maintenance préventive, mais tout simplement de maintenir la valeur des actifs du projet. Donc, ça veut dire que donc, l'opérateur a la responsabilité de maintenir, d'exploiter, de facturer, de faire la facturation, mais sa mission, elle est claire, et tout ça contractualisé entre elle et les usagers. Alors, sa relation, donc, comme on le dit ici, doit être basée sur un contrat de service clair. Et sa relation avec les techniciens également, parce que la structure, l'opérateur, va forcément avoir des techniciens qui sont recrutés pour s'occuper de l'installation. Donc, tout ça doit être clairement identifié. Alors, pourquoi on insiste un peu sur ce point? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça doit être clairement défini, ce contrat entre les usagers et le concessionnaire, mais le concessionnaire avec ces différents éléments, notamment ces techniciens. Alors, sur les usagers, c'est qui? Hein? C'est les clients, tout simplement. Donc, c'est des unités familiales, c'est des unités communautaires qui sont consommateurs de cette énergie qui est produite, donc d'énergie électrique qui est produite. Alors, l'obligation, comme tout client, l'obligation, c'est donc de s'acquitter régulièrement de la facture par rapport à l'énergie qui est consommée ou bien par rapport à la puissance à laquelle il avait consigné. Donc, peu importe, différentes stratégies existent, on l'a déjà évoqué dans les précédentes présentations, mais dans tous les cas, il doit se conformer l'opérateur doit se conformer à lui assurer le service pour lequel il a contracté.
Alors, les tarifs doivent être adaptés à la, comment dire, à chaque entité. C'est pour ça qu'on avait parlé beaucoup dans la partie étude de faisabilité, comment dire, collecte de données, du fait que le service doit tenir compte quand même du niveau, de la capacité financière des usagers. Donc, ça aussi, c'est un critère comment dire, gage de succès, d'efficacité, d'efficience du système. Alors, ils sont donc formés, ces usagers-là doivent être formés également parce que ces énergies-là, s'ils ne sont pas formés, ben, on doit les former pour une utilisation efficace par rapport à certaines exigences que le concessionnaire, les techniciens ont mis en place et qui doivent clairement identifier. Alors, il doit aussi, la régulation du service qui va être basée sur une convention entre le concessionnaire et la communauté. Donc, ça veut dire que donc, il y a cette relation de clarté, de confiance, où tout est clairement identifié en termes de régulation, en termes de droit, mais en termes de devoir également, dès le départ, de manière légale. Alors, sur les techniciens, donc pour faire l'exploitation, forcément, ben, l'exploitant doit pouvoir avoir une équipe technique, d'accord? Alors, ils vont contracter avec des techniciens capables, qui sont compétents, mais à plusieurs niveaux. Alors, de manière générale, ben, le technicien, il est chargé donc de gérer la maintenance, la réparation d'éventuelles pannes, selon le niveau de gravité, selon le niveau de compétence des différents techniciens qui sont dans la chaîne de maintenance. Donc, le but, c'est d'avoir un fonctionnement optimal du service, de l'installation, et puis assurer de manière, s'assurer que le service pour lequel les clients, les usagers ont contracté est régulièrement comment dire, est assuré comme il faut. Alors, ils sont responsables donc, de ces réparations correctives, de la maintenance corrective, des réparations, mais de l'entretien tout court. Alors, il doit être formé. Ils ont des compétences à la base technique, ça c'est clair, normalement. Selon le niveau, il y en a pour qui on doit le niveau d'exigence sur le technicien qui est sur place, qui gère la maintenance de premier niveau, qui est basé sur de l'observation avec un certain nombre de consignes, n'est pas le même que celui qui va être chargé de faire les maintenances trimestrielles, ainsi de suite. Mais l'un dans l'autre, par rapport comment dire, à leur travail, au travail qui leur est consigné, ils doivent être formés sur la centrale, sur l'installation en question, à travers des ateliers de formation, mais aussi des guides des manuels, des guides d'utilisation, des consignes qu'ils doivent respecter et peuvent être aussi mis à jour régulièrement, capacité de temps en temps par rapport à des évolutions ou par rapport à certaines contraintes. Mais il doit être, quel que soit leur niveau, il doit être formé, il doit prendre en possession, entre guillemets, l'installation en tant que telle sur le plan technique à travers de la documentation clairement élaborée. Alors, maintenant, si on parle de maintenance, le niveau de maintenance, d'abord, nous avons plusieurs niveaux, comme je l'ai évoqué, et le niveau va permettre, donc, va impliquer le niveau de qualification qui va être exigé pour le technicien. Alors, sur le niveau de surveillance, c'est le basique. C'est des tâches de maintenance de base à réaliser au niveau local. C'est le gardiennage, c'est du nettoyage des modules, du nettoyage de certains composants au niveau du local technique. C'est de la vérification de certains paramètres qui sont visibles, qui demandent, par exemple, au niveau des BMS, lorsqu'il n'y a pas de communication, ou pour X raisons, en tout cas, le niveau de regarder au niveau du local, s'il y a le niveau de stockage, un certain nombre de critères, de paramètres à vérifier, mais au niveau local, mais qui soient des paramètres basiques qui ne demandent pas un niveau de qualification poussé. Alors, il y a le niveau de maintenance donc préventive et corrective pour lequel il faut être professionnel. Là, il faut avoir un niveau un peu plus élevé sur le plan technique. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire des mesures, surtout de manière générale d'ailleurs. Il y a le visuel, mais il y a aussi tout ce qui est mesures qu'il faut être capable de faire, comme nous le verrons par la suite. Donc, ces tâches-là doivent être réalisées de manière générale, de manière obligatoire d'ailleurs, par quelqu'un qui est professionnel, qui a un niveau quand même de qualification, une compétence minimale requise par rapport à cette tâche-là. Alors, il y a aussi le niveau de supervision, évaluation, pour lesquels c'est des tâches réalisées par l'administrateur ou bien un ingénieur qui est spécialiste, qui est un travail beaucoup plus élaboré, qui est du management sur le plan technique, d'accord, et qui est une partie évaluation suivie en même temps technique de manière générale, qui sont également
qui est également une tâche importante pour la réussite et le bon fonctionnement d'une mini-centrale, entre guillemets. Donc, voyez un peu les niveaux de compétences tels qu'ils sont, donc, parce que la maintenance, de manière générale, elle est assez large. Parce que, bien entendu, quand on parle de maintenance dans ce genre de système, on est généralement focalisé sur la maintenance, l'entretien. Et c'est ça qui est le minimum pour garantir un fonctionnement optimal. Parce qu'après, les problèmes de défaillance, ça, c'est inhérent à tout système, mais ce n'est pas des choses qui sont génériques qu'on peut qualifier, puisque ça dépendra d'un système à un autre, d'un contexte à un autre, et donc l'arbre de diagnostic d'une défaillance, la manière de la prise en charge peut évoluer d'un système à un autre, d'un contexte à un autre. Par contre, la méthodologie, la logique, la démarche, pré-exploitation et pendant l'exploitation, là, elle est assez générique de manière générale. Et on parlera, nous, ce que nous avons fait avant, en amont, et là, est-ce que nous suggérons, et ce qui est fait généralement sur la planification, pour cette maintenance préventive. Voilà, donc je disais que donc, alors pour la maintenance, nous, avant de parler de maintenance, on parle de contrôle qualité. Alors, le contrôle qualité dans une installation, parce que si on fait une installation, lorsqu'une mini-centrale est faite, alors qu'on n'a pas toutes les garanties, que tout a été bien fait, que les équipements qui ont été installés fonctionnent comme il faut, par rapport aux spécifications, par rapport au cahier des charges, la maintenance, forcément, dans la vie du système va en pâtir. Donc, nous, cette démarche, pour nous, c'est la première étape de la maintenance avant de l'exploitation même, avant de parler de maintenance qui soit efficiente. Donc, pour cela, et cette partie-là, pour nous correspond, et ça, c'est ce que nous avons appliqué dans le cadre de ce projet-là. La première étape, donc, c'est la partie pour ce qui consiste à la vérification des spécifications techniques des différents équipements de l'installation. Ça veut dire que, donc, il y a des équipements qui ont été installés, il y a des composants, mais il y a le système lui-même à qui on a assis une certaine performance. Il faut être sûr qu'on a de la qualité, les spécifications requises données sont celles que nous avons et que les performances annoncées sont là, ou bien à une certaine moment, en tout cas, qu'elles soient connues au départ. Donc, c'est ce qui passe par l'évaluation de la qualité des équipements, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'état de référence des équipements, mais du système. Ça veut dire que donc, un système qui doit être suivi dans le temps, qui doit être maintenu, mais suivi dans le temps en termes de performance. Il faudrait qu'on ait quand même, dans tous les cas, un état de référence de fonctionnement normal, efficient. Donc, dès le départ, tous ces paramètres-là doivent être déterminés pour pouvoir avoir une idée claire de là où on est parti, là où l'installation a été, comment dire, au moment de la mise en service, l'état de santé, l'état de performance du système pour pouvoir faire la mise en service. Il y a aussi les tests qu'on doit faire lors de la mise en service. Donc, tout ça, c'est des étapes, c'est des étapes qui sont préalables si on veut que le système soit efficace, soit durable et que la maintenance puisse se faire de manière très claire et de manière réussie durant la durée du système, du fonctionnement. Alors, si on regarde bien un peu sur ce test de mise en service, si on prend le cas du générateur PV, ben, les critères classiques qu'on doit vérifier, c'est-à-dire que est-ce que le module, le champ PV, le générateur tout simplement est bien installé en termes d'orientation, selon là où nous sommes, l'attitude du lieu. On a déjà, ça, on ne va pas y revenir, ces critères ont été donnés dans le cadre de la réalisation, l'inclinaison du champ, tous ces critères-là doivent être vérifiés. Mais également, un peu du diagnostic visuel en termes de niveau de propreté, mais surtout niveau d'état par rapport à des brûlures qu'on pourrait noter lors du transport ou de l'installation, des phénomènes de délamination, de décoloration qu'on peut trouver sur des modules dont on ne maîtrise pas toujours la provenance. Donc, on doit s'assurer de tout cela au départ. Alors, également, sur la face arrière de ces modules-là, on doit s'assurer que nous avons des feuilles de fond de qualité intactes. Les cadres, l'intégrité entre guillemets du module, l'intégrité du champ des modules doit être vérifiée en termes les boîtes de jonction également doivent être bien présentes et doivent être bien étanches, comme le suggèrent les normes. Les fixations des différents modules, tout ce qui est support, visserie, tout ça doit être vérifié parce que c'est des éléments, ces mini-centrales, n'oublions pas qu'en général, ils sont installés dans les zones dégagées où il faut quand même être sûr que l'intégrité du champ doit être préservée durant toute la durée du fonctionnement
du système. Également, tout ce qui est éléments d'interconnexion, les types de câbles utilisés, est-ce qu'ils sont adaptés, les types de connecteurs surtout, parce qu'on voit un certain nombre comment dire, on voit un certain nombre d'installations pour lesquelles les connecteurs utilisés ne sont pas toujours celles qu'il faudrait. Les câbles également, donc tout ça doit être vérifié dès le départ avant la mise en service. Mais également, la boîte de jonction principale, tout doit être également vérifié par rapport à sa taille, par rapport à l'encombrement qu'on pourrait y avoir des fois, parce qu'on voit des fois que dans cette boîte-là, on peut avoir des boîtes où l'encombrement ne favorise pas une intégrité, une durabilité de fonctionnement, mais également tout ce qui est mis à la terre par rapport au châssis des différents modules, entre les châssis des modules et le cadre des modules et carrément le support d'installation. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants, même si l'étude a été bien faite, si on doit toujours, c'est des éléments qui doivent être vérifiés avant la mise en service de l'installation pour pouvoir espérer avoir un fonctionnement normal, optimal, efficient, mais également pour que la maintenance puisse se faire de manière transparente et avec un succès réel de réussite, parce qu'on aura élagué toutes les incertitudes relatives à cette partie-là. Alors, si on regarde sur tout ce qui est onduleur régulateur, là également, le local technique, tout se passe dans le local technique, donc on doit vérifier l'état du local technique. L'emplacement, leur emplacement, est-ce qu'ils sont bien pas, comme on le voit dans cette figure-là, qui est le local technique qui a dans le conteneur qui a été installé à Shanghai. L'emplacement des modules, vous voyez qu'il y a un peu bien espacé, bien vertical, à hauteur d'homme, toutes ces règles que l'on a déjà évoquées, pour être sûr que le fonctionnement va pouvoir être optimal. Les aérations naturelles de chacun de ces composants, que ce soit onduleur comme régulateur, vont pouvoir bénéficier de la convection naturelle. Tout ça aussi, c'est des éléments qu'il faut vérifier pour éviter les problèmes de surchauffe. Mais également, l'état même du local, on va y venir, l'état en termes comment dire, de dispersion de la température, pour pouvoir espérer un fonctionnement, pour pas que ces composants qui sont les composants électroniques ne soient impactés par l'effet des fortes températures. Et donc, les différentes spécifications doivent être relevées. Relevées, pourquoi on les relève? Parce qu'il faut ici également s'assurer que par rapport à les spécifications données, et par rapport à ce que nous avions dans le cahier des charges, mais par rapport à ce que nous avons en fonctionnement lors des premiers tests. Ça aussi, on doit le faire. L'inspection du châssis et des connexions, l'intégrité, comme pour le champ, on doit le faire ici pour ces différents, est-ce qu'ils sont bien fixés, voilà, les verticalités, les types de connexions utilisées, les mêmes, et les connexions à la terre également, qu'on soit sûr que ça a été respecté pour ces différents composants. Alors, si on en vient aux batteries, au stockage, ce que nous avons ici, on est toujours dans le cas de Shanghai, pour lequel on a des batteries, comme vous le voyez, 3 unités en lithium, donc que nous sommes en train, lors des tests qu'on a effectués ici. On doit toujours également vérifier l'emplacement, comme pour les autres composants, dans le local technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient bien placés par rapport à l'aération, par rapport à l'accès dans le local technique. Tout ce qui peut être élément c'est des éléments de bon sens même à ce niveau-là, par rapport aux batteries-là. Là également, on doit relever les spécifications techniques données par le fabricant par rapport aux tests que nous allons effectuer dans la suite. Et donc, l'inspection de l'état physique et les câbles, les câbles doivent être inspectés comme l'état physique, c'est-à-dire la connexion, l'intégrité, comme on a dit, la forme, il y a problème d'oxydation, d'écoulement lorsque nous sommes dans le cas de batteries avec entretien ou de batteries avec gel. Tous ces cas-là, on doit les vérifier au départ, dès la fin de l'installation. Mais également, lorsque nous sommes dans les cas où il y a des batteries avec entretien, il faut également inspecter le niveau d'électrolyte pour les batteries avec entretien notamment, parce que en général, n'oublions pas que l'installation, nous sommes tous dans une posture de contrôle, de préparation de la maintenance, pas forcément l'installateur. Donc, il y a deux approches. Il y a l'étude, l'installation, mais il y a la maintenance et le contrôle sur lesquels nous sommes. Donc, forcément, ce n'est pas l'installateur qui fait forcément. Lui, il va le faire forcément pour lui-même, mais derrière, dans ces cas de figure-là, il est bien qu'une structure autonome, indépendante, en tout cas, puisse le faire dans la limite du possible. Alors, au niveau de tout ce qui est câble, là également, tout ce qui est câble et jonction, on doit aller toujours vérifier les sections des câbles entre le champ, entre le générateur et l'unité
comment dire, et au niveau des convertisseurs, des régulateurs, des onduleurs, les câbles entre batteries, entre régulateurs, onduleurs, batteries, tous ces éléments-là doivent être clairement identifiés, notés pour pouvoir un peu les analyser. Donc, et puis les classes des types, et les classes et types de câbles qu'on aura, et les types d'isolation qui seront mis en jeu, et les chemins de câbles, tout ça doit être contrôlé comme vous le voyez un peu ici dans le cadre de ce travail-là qui a été fait également, pour s'assurer que tout ça a été respecté par rapport à ce qui a été donné après le dimensionnement, mais dans la phase, dans le respect des règles d'installation qui ont été édictées avant cette partie-là et qui ont été un peu évoquées dans la présentation précédente. Alors, pareil, toujours au niveau des coffrets également, hein, les coffrets, on doit vérifier l'état des coffrets. Alors, les coffrets, comme on l'a dit, le premier problème qu'on a souvent, c'est des coffrets, l'encombrement. Là, on voit bien que sur son gars, voilà, c'est des coffrets qui doivent respecter quand même des gabarits par rapport au contenu. Ils peuvent être dedans pour pouvoir espérer avoir un fonctionnement, éviter les surchauffes, éviter les courts-circuits, tous ces éléments qui, entre guillemets, pour un électricien, devient un bon sens, mais n'empêche que c'est des éléments qui doivent être vérifiés. Alors, il faut également vérifier la présence de tout ce qui est protection. C'est les sectionneurs, les fusibles, les joncteurs, parafoudres, comme vous le voyez à côté ici, le parafoudre. Est-ce qu'ils ont été bien installés? Est-ce que les parafoudres ont été bien mis à la terre? Tous ces éléments-là, qui sont quand même des éléments d'électricité tout court. Hein? Donc, voilà. Et donc, tout ça doit être vérifié. Donc, dans ces cas-là, et souvent, il arrive que il y ait des omissions ou des malfaçons, enfin, entre guillemets, des mauvaises manières de faire, et qui peuvent être, dont l'impact peut être grave pour l'installation. Alors, maintenant, sur l'état de référence, je disais que la première étape pour pouvoir avoir une maintenance qui soit bien planifiée, qui soit efficace, il faut être sûr que ce qu'on a installé est de qualité et ça a été bien installé et que ce qui a été donné par le cahier de charges et par le dimensionnement a été fait dans les normes. Mais également, le système lui-même, les équipements, on doit avoir ce qu'on appelle un état de référence par rapport au suivi. Alors, pour le champ, la première mesure qu'on fait, on ne va pas s'arrêter à faire des mesures sur les champs, enfin, les composants tout seul en termes d'intégrité, mais on doit faire des mesures de performance, notamment la mesure des courbes IV et PV de chaque string. Là, on ne parle plus de module, mais sur chaque string en conditions réelles, d'accord, pour être sûr que est-ce que chaque string fonctionne comme il faut? Parce que des fois, dans la réalisation, il arrive que une mise en parallèle entre deux strings peut occulter des problèmes qu'on a pu avoir sur un string, par exemple, et qu'on peut être dans un cas où on peut avoir fonctionné sur une puissance de temps, alors qu'on a un string qui finalement est occulté parce qu'il est en parallèle sur un autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments. Alors que le fait de mesurer, de faire des mesures par string permet aussi de régler un certain nombre de problèmes. Par rapport notamment à un module qui serait, dont la polarité aurait été inversée dans une mise en série, par exemple, des choses comme ça. Déterminer également le champ par rapport aux caractéristiques, qui est la performance, c'est-à-dire la puissance réellement installée. C'est surtout la puissance crête, donc la puissance maximale par rapport au champ qui est installé. Donc, c'est le courant de court-circuit, le courant maximum, tous ces paramètres-là, caractéristiques d'un champ PV, d'un module tout simplement, doivent être revérifiés ici pour nous permettre d'avoir un état de référence dans le suivi de ce champ-là lors de sa durée de vie. Alors, la mesure de IV à l'échelle du champ, parce que là, dans la première étape, on fait string par string, après on essaie de le faire au niveau champ, seulement pour avoir un peu un comportement du champ, une caractéristique IV, PV du champ, ce qui permettra, ce même test permettra également de faire le test de continuité des diodes bypass, parce qu'en occultant certains strings, on arrive à le voir sur la caractéristique IV, on va voir les paliers qui vont apparaître sur certaines caractéristiques IV pour montrer que les diodes bypass sont bien fonctionnels, ils jouent leur rôle. Mais également, on arrive à essayer de déterminer dans ce cas-là des points chauds, c'est-à-dire en faisant de l'imagerie infrarouge pour voir des points chauds, notamment au niveau du module qui est là, parce qu'il y a des modules ou des cellules qui sont là, mais qui ne sont pas fonctionnelles et quand le test IV ne permet pas de voir. Et donc, à ce moment-là, l'imagerie peut nous permettre de le détecter. Alors, ici, toujours dans l'état de référence, pour les batteries, les mêmes tests seront faits. Par exemple, pour les batteries, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les tensions nominales
par rapport aux spécifications qu'on a notées, c'est les tensions avant décharge, c'est les tensions après décharge, parce que n'oublions pas que nous, dans cette phase de test, on va faire on va cycler, on va faire un cyclage des batteries pour pouvoir déterminer les performances réellement annoncées en termes de capacité. Donc, on le fait donc, avant la décharge, après décharge. On mesure aussi les résistances internes pour pouvoir un peu avoir un état de santé initial. La référence, comme on l'a dit, c'est un état de référence. L'idée de départ ici, ce n'est pas surtout de se prononcer sur l'état de santé initial à partir de laquelle on va faire fonctionner ce système-là. Et puis après, quand on fait le cyclage là, on va aussi au moins le faire sur 2 courants de charge et de décharge. Ça, c'est un peu la démarche. Et puis l'énergie réellement restituée, parce que n'oublions pas que la capacité nominale qui est donnée, par rapport à l'énergie qui est capable qu'on peut restituer, il y a une différence quand même. Et donc, tout ça, lorsqu'ils sont déterminés dès un moment donné avant la mise en service, ça permettra d'avoir une référence pour pouvoir faire un suivi pertinent dans la durée de vie de l'installation. Alors, pour les régulateurs, c'est la même chose qu'on nous ferons, mais là, également, c'est ces caractéristiques qu'on va déterminer, sa tension nominale de fonctionnement, sa consommation éventuelle interne, le courant maximum admissible. Alors, les seuils de coupure, avec là, on a des stratégies et des équipements qui nous permettent de le déterminer, là également, pour certains régulateurs, bien entendu, pour lesquels on peut le faire. Mais il est clair que, aussi bien pour l'onduleur que pour le régulateur, les mêmes paramètres doivent être vérifiés, aussi bien en paramètre valeur nominale, mais aussi en valeur nominale surtout, mais des différentes caractéristiques, paramètres caractéristiques du composant, pour pouvoir avant sa mise en service. Alors, pour l'onduleur, nous ferons la même chose. Et là, c'est encore beaucoup plus critique parce que c'est quand même un élément dans ces mini-réseaux importants, que ce soit les onduleurs chargeurs ou les onduleurs réseaux, ce qui est le cas ici parce qu'on a les deux types ici. Alors, donc c'est les rendements, c'est la forme du signal, c'est la plage de la tension d'entrée et de sortie, c'est les fréquences, c'est la consommation de ces équipements-là, la consommation un peu critique, c'est la puissance nominale, mais c'est également l'impact, la qualité par rapport à la distorsion, par rapport à la charge qui est couverte dans ce cas de figure-là pour pouvoir faire une analyse et pouvoir estimer la qualité du service. Parce que ça va être lié, son fonctionnement va être lié à la qualité du service par rapport à l'énergie, la qualité de l'énergie comment dire, qui est fournie au niveau des usagers, qui sont des clients, comme je l'ai dit au départ, qui ont souscrit à un contrat, à qui on a assuré un certain service clairement défini, clairement identifié. Alors, maintenant, si on regarde toujours sur la mini-centrale de manière générale, jusque-là, on était sur les composants, mais là, c'est l'état de performance de la mini-centrale de manière générale. Alors, elle va consister à mesurer des paramètres, notamment des mesures sur les différentes phases AC, du courant DC, donc, qui est produit. Ça va être aussi la mesure des différentes tensions entre les phases. Donc, tout ce qui est composant électrique ici, en termes pour caractériser la qualité de l'énergie produite, la mesure de puissance côté AC comme côté DC, le rendement de l'onde, mais également le ratio de performance de l'installation. Tout ça doit être connu dès le départ pour pouvoir espérer savoir quel est le système qu'on a en main, quel est son état de santé, quel est l'état de référence, pour dire que la stratégie de maintenance qui sera mise en place pour son entretien aura un sens et jusqu'à quel niveau il va pouvoir impacter. Alors, maintenant, tout ce qu'on a dit, nous l'avons appliqué dans le cas de Shanghai. Par exemple, ici, je montre un exemple sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les strings. Là, regardez bien un peu ici, c'est un tableau qu'on montre sur les différents strings que nous avons et on montre un peu pour chaque string les mesures que nous avons fait. Alors, au niveau du champ, qui est installé, qui est déjà commencé, sur lequel on a fait les premiers tests. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ici? C'est les paramètres, puissance, tension, courant, facteur de forme. Bon, ce n'est pas très important, mais ce qui nous intéresse ici, on va pouvoir comparer les valeurs par rapport aux écarts, par rapport à ce qui est donné par le fabricant. Donc, on essaie de faire la comparaison entre les paramètres STC, parce qu'on a le OPC, Operating Condition, on a l'opération, mais on a le STC qui est la valeur qu'il faut comparer avec les valeurs données par le fabricant. Donc ça ressemble à... Alors là, j'en ai montré juste un exemple pour montrer à quoi ça ressemble, mais on en a, voilà, c'est les documents entiers qu'on a sur lesquels on a travaillé pour détecter un peu les modules qui poseraient problème ou les strings qui auraient été
critiques dès le départ, pour pouvoir avoir un suivi sur eux, ou bien pour pouvoir les changer lorsqu'il faut. Bon, heureusement, dans le cas de Songhai, on a eu des résultats très intéressants, enfin, très positifs par rapport au champ. Ça, c'est sur le côté champ. Alors, toujours sur les modules, on fait la même chose, les caractères IPV qu'on voit avec l'analyseur PV, qui nous permet de retrouver les caractéristiques, on peut la lire des caractéristiques. Alors, là également, ce qu'on peut faire, tout à l'heure, j'ai parlé de détection de fonctionnement de jet bypass. Là, vous voyez que sur les caractéristiques IV, les courbes vertes, jaunes et rouges, si on essaie de tester les jet bypass en couvrant certains modules, on va voir qu'on va avoir un palier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un palier qui montre que ils jouent leur rôle. Donc, ça, c'est des techniques de test pour pouvoir déterminer s'ils jouent leur rôle dans le fonctionnement. Donc, ça aussi, c'est des résultats de tests mis en place pour le contrôle, la détermination de la qualité des équipements, de la qualité de l'installation, mais également de l'état de référence des différents composants et du système lui-même. Alors, là, sur le cas de la batterie, là également, alors je vous ai dit que là-bas, on a trois éléments, c'est du lithium. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un état de charge donné, à une profondeur de données, et on mesure des paramètres, la tension à ce couvert, mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, les résistances internes qu'on mesure sur chaque élément, chaque batterie, pour pouvoir avoir son état de référence, pour pouvoir le suivre par rapport à la maintenance avancée, entre guillemets. Parce que tout ce que je dis là, ça va nous permettre de pouvoir suivre l'installation, mais pas à un niveau basique, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à l'entretien, mais c'est par rapport à l'entretien beaucoup plus poussé annuellement, ou voire plus selon la criticité, selon l'âge, la durée d'exploitation auquel nous avons atteint. Alors tout ça, c'est des équipements dédiés, bien entendu, qui permettent de le faire, soit des éléments portables ou sur site, ou sur un labo. Et nous avons pu le faire en site quand même. Et nous le faisons également sur le labo. Alors là c'est sur le cas de comment dire, là c'est au niveau des régulateurs. Alors j'en ai montré que deux, pour lesquels ces régulateurs sur lesquels nous avons couplé, qui sont couplés au champ, en un certain nombre de strings. On va mesurer la tension qui est vue. On va mesurer également côté batterie, mais également le rendement également pour ces différents équipements également. C'est important. On occulte souvent ces données-là par rapport aux différents composants de puissance. Or, si on n'a pas la garantie qu'ils fonctionnent comme il faut, l'impact va être beaucoup plus compliqué dans la durée de fonctionnement. Ça, c'est pour les régulateurs. Alors, pareil, si on regarde ici, côté système, ici, on va regarder côté système, autrement dit, côté puissant, côté onduleur. On pourrait regarder un peu la puissance nominale côté DC, mais la puissance aussi côté AC, mais surtout le ratio de performance de l'installation. Ça aussi, c'est un élément important à avoir pour pouvoir l'exploiter dans la suite de l'installation. Alors maintenant, donc là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de thermographie. Ici, on a regardé la thermographie au niveau du champ 1, donc, parce qu'on a trois champs là-bas. Ce champ-là, pour voir un peu la dispersion, le gradient de température qu'on peut avoir sur le champ, ça donne une idée sur l'état de santé des modules. Mais à droite, c'est important également, c'est au niveau du local. Et vous voyez qu'ici, on avait des problèmes qui ont été corrigés, certes, parce que si vous voyez le local, on peut voir tout de suite qu'effectivement, c'est un local qui était pas bien isolé. Il a fallu faire des correctifs par rapport à... Donc, la thermographie permet de voir un peu le comportement du local par rapport à la température, qui est un élément important aussi, parce que ça peut impacter les performances, mais également la durée de vie de ces composants-là, qui eux-mêmes dégagent, sont générateurs de chaleur. Mais donc, si en même temps le local n'est pas bien élaboré, n'est pas bien dimensionné ou est mal isolé, le problème passe. Notamment lorsqu'on parle de mini-centrales containerisées, où c'est les conteneurs généralement qui sont mis dans les endroits où on n'a pas fait attention à ces problématiques d'isolation. Et ça a été le cas ici. Et ça on a pu le corriger il faut. Alors maintenant, si on parle d'entretien en tant que tel, de manière, je l'ai dit dès le départ, nous, ce qui était plus important ici pour une nouvelle centrale, c'est-à-dire la détermination des performances, l'état de référence. Maintenant, après, là, on revient de manière générique sur l'entretien de manière générale. Alors, de manière trimestrielle, ce qui est fait doit être fait pour tout système de manière générale, photovoltaïque notamment, donc dans ces cas de système mini-central, mini-réseau, pour lequel il y a un service qui doit être assuré quoi qu'il en soit.
Alors, l'entretien du système donc, de production va consister à la vérification généralement visuelle du générateur et de ses accessoires. C'est-à-dire, c'est le niveau de propreté, c'est l'ombrage, est-ce qu'il a évolué, c'est de la cassure qui est arrivée entre-temps. Donc, tous ces détails-là, c'est du visuel qui peut être, et c'est comment dire, la dégradation de l'intégrité, la visserie, voilà, tous ces détails-là visuels qui sont connus, qu'on doit encore revérifier ici de manière régulière. Alors, ce contrôle, donc sur de la propriété du système, donc j'ai dit, mais surtout le renouvellement des consignes au niveau du responsable du système. C'est-à-dire, renouveler les consignes, c'est quoi? C'est qu'il y a un technicien qui est au niveau local, qui prend les informations de manière plus rapprochée, quotidienne, hebdomadaire ou pas. Il y a des consignes qu'on lui donne et qu'on doit renouveler également. Ou des fois, on a besoin même si son activité est basique et visuelle, on doit de temps en temps le capaciter sur certains points. Donc, ça aussi, c'est important de le faire. Ça veut dire qu'il sache lui-même qu'il est surveillé parce qu'il arrive que sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Généralement, ce même technicien est souvent sur autre chose, il y a d'autres activités, et que donc, des fois, il peut arriver que le travail ne soit pas, les consignes données ne soient pas respectées comme il faut. Donc, d'où comment dire, ce renouvellement, cet accompagnement rapproché à ce technicien-là. Alors, au niveau des stockages, on a dit tout ce qui est contrôle de la propreté du local des batteries. La batterie doit être maintenue propre également, avec un certain nombre de règles sur l'humidité, la saleté, ou bien la pose d'autres équipements qui n'ont pas leur place d'être et qui peuvent être source d'éléments, ou bien le risque de créer des courts-circuits entre les différentes batteries. Donc, si les batteries, c'est d'abord des contrôles visuels, c'est les différentes couleurs, lorsque c'est des batteries notamment avec entretien, où on va identifier s'il y a des dépôts de sédiments dans les cuves, on va vérifier les connexions des différents éléments, on va vérifier également d'éventuelles fissures des éléments, des fuites d'électrolytes lorsqu'il y en a, lorsque c'est du liquide, comme dans beaucoup de cas encore. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a cette technologie de batterie que nous avons là. Et puis, le contrôle du niveau d'électronique dans ces cas. Donc, en général, là où il y a beaucoup plus de complexité, c'est lorsque nous sommes dans les cas où les batteries sont avec entretien. Mais également, les fuites d'électrolytes qu'on doit identifier pour pouvoir faire le nettoyage. Et ça, également, le technicien au niveau local, s'il est bien sensibilisé, pour bien s'en charger et s'en charge généralement pour ce cas. Donc, au niveau batterie, lorsque c'est avec entretien, c'est là où la question, cette tâche est plus contraignante et plus problématique que quand nous avons des batteries, comment dire, sans entretien, et pour lesquelles, s'il est bien installé, oui, il faut quand même être là pour vérifier un certain nombre de choses, d'éléments, par exemple, des objets qu'on poserait dessus, un certain nombre de choses, mais c'est moins problématique que lorsque nous sommes dans ce cas de figure-là. Alors, pour les batteries toujours avec électrolyte, alors parce que c'est là où il y a à dire surtout par rapport à ces éléments-là, la procédure, c'est donc, il faut mettre le système hors service, donc pour éviter les décharges, mais il faut également mettre le système hors service, mais aussi mettre le champ hors service, et puis laisser un moment donné avant de pouvoir faire les tests. Et là-bas, les mesures portent sur une mesure de tension, de courant, mais également de densité de l'électrolyte. D'accord? C'est ce qu'on dit. Mais quand on mesure la densité d'électrolyte également, concomitamment, simultanément, on doit mesurer la température aussi pour le liquide dans chaque élément. D'accord? Et les tensions pour chaque élément. Et tous ces éléments, toutes ces informations, mesure de tension, courant de charge, mesure de tension en circuit ouvert, en charge, mais également la densité, les températures, tout ça doit être consigné de manière générale, comme tout entretien, quel que soit le domaine d'ailleurs, sur une fiche de suivi qui permettra donc de pouvoir suivre les éléments un à un par rapport à certains nombres de critères qu'on aurait pu identifier et qui peuvent poser problème à la longue. C'est-à-dire qu'on peut arriver à identifier des éléments qu'il faut avoir à l'œil plus que d'autres par rapport à des mesures qui ont été faites auparavant. Voilà un peu donc, et ici, sur la maintenance, de manière générale, nous avons aussi l'entretien annuel. Alors, pour l'entretien annuel, tout ce qui a été fait sur le visuel est toujours répété. Hein. On est d'accord. On va toujours faire le visuel sur les champs, les régulateurs, c'est un peu vérifier est-ce que les connexions tiennent bien, est-ce que, comment dire, le câblage et on n'a pas de risque de court-circuit, est-ce que les indicateurs donnent des valeurs cohérentes par rapport à l'instant où on fait le test.
tout ce qui était visuel, qui était fait par, ou une partie qui était fait par le technicien au niveau local, seront faits par le technicien qualifié qui est venu faire l'entretien annuel. Mais en plus de cela, un certain nombre de mesures seront faites sur les caractéristiques électriques du système de production, c'est-à-dire la puissance, la tension au niveau champ, la tension au niveau des régulateurs côté onduleur, mais également la mesure côté courant de charge des batteries, par exemple, pour vérifier si le niveau de charge, la charge passe comme il faut, même s'il y a des éléments de monitoring qui sont là, mais ça permet aussi de voir, de détecter des éléments, des problèmes qui ne sont pas encore là par rapport à l'état de connexion, à l'état de fonctionnement du système à l'état, mais mesurer également la tension des batteries. Alors, à ce niveau-là, il arrive des fois qu'on rajoute de nouvelles tâches pour des raisons diverses sur ce que nous avons à faire, nous, au niveau de Songhai, c'est-à-dire, il peut arriver qu'on fasse des étapes plus poussées par rapport à ce qu'on a eu comme retour sur les entretiens trimestriels, qui nous impose à refaire des mesures de résistance sur une batterie, par exemple, mais également des mesures de caractéristiques IV pour devoir contrôler sur chaque string, est-ce qu'il y a un string pour lequel nous avons des doutes sur son bon fonctionnement, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la démarche de manière ramassée sur l'entretien annuel tel que nous l'avons évoqué, nous le préconisons par rapport à l'entretien trimestriel. Mais surtout, ce que nous avons eu à faire, c'est sur la partie contrôle qualité et détermination de l'état de référence d'une installation qui n'est pas toujours pris en charge dans la méthodologie habituelle, même dans la formation, on parle tout de suite maintenance, mais on ne regarde pas toujours cet aspect-là avant la mise en service, qui nous paraît quand même extrêmement important, parce que si on entretient un système pour lequel on n'a pas suffisamment de recul sur ce qui a été installé, ce qui est produit au départ, ce qui est attendu, ça, même le suivi donnera des informations, mais ce sera des informations qu'on ne pourra pas relativiser par rapport à ce que nous avions initialement. Donc, nous, ici, cette partie, nous n'avons pas abordé la maintenance curative, parce que, comme vous le savez, c'est une démarche, c'est une partie beaucoup plus triviale qui n'est pas liée à une démarche habituelle. Une arbre de défaillance va dépendre du système, du paramètre défaillant, de qu'est-ce que l'on a. Est-ce que j'en arrive à un modèle où notre système ne débite plus? Quand ça ne débite plus, on va, comme d'habitude, par élimination, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que notre champ charge comme il faut? Est-ce que notre onduleur, il est fonctionnel? Est-ce qu'il a la connexion entre le stockage et notre onduleur? Est-ce qu'il est, comment dire, il est intègre? Ce sont ces détails-là qui sont connus en général, qui ne sont pas... Alors que ça, c'est dans le cas où tout se passe bien. Il peut arriver qu'un composant soit carrément défectueux, mais tout ça, il faut toujours être capable, c'est plus le diagnostic à ce niveau-là. Pour moi, la maintenance curative, c'est plus un problème de diagnostic avant de pouvoir parler de solutions. Et le diagnostic, c'est une question ça demande un certain recul, ça demande un minimum de compétences pour pouvoir identifier le problème, au moins une fois qu'il est identifié, comme on le dit, un problème identifié, il est à moitié résolu. Voilà donc un peu ce que je voulais partager avec vous pour un peu poser le débat, et puis en restant à votre écoute, si des questions par rapport à ce qui a été présenté, ou des suggestions ou des compléments de par votre expérience, ou de par votre vécu, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Et OK. je suis allé. Allô? Allô, on ne vous entend pas. Oui, vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? Oui, ça va. Ouais, d'accord. C'est bon maintenant? Oui. OK, d'accord. Donc, comme je disais, merci beaucoup à professeur Ndiaye pour votre présentation sur ce 5e webinaire, en tout cas qui est le dernier, par rapport un peu à cette série que nous avions consacrée sur les mini-grids. Alors, cette fois-ci, donc, après avoir fait tout le tour jusqu'à l'installation de systèmes photovoltaïques, aujourd'hui, c'était l'occasion, effectivement, de partager avec vous sur l'exploitation et la maintenance des installations mini-grid, pour lesquelles, effectivement, le professeur Ndiaye est revenu sur les 3 éléments les importants, en tout cas, dans cette stratégie d'installation, de maintenance des mini-grids.
Je pense que dans son première partie donc, de l'exposé, il a donné effectivement tous les éléments qui sont liés à la partie exploitation des mini-grids, en fait, qui est un peu le premier élément qui arrive, hein, avant de parler effectivement de contrôle qualité, qui de plus en plus maintenant sont des choses qui sont voilà, dictées parce que ça permet effectivement de pouvoir vérifier effectivement si l'installation est dans de bonne qualité, si les équipements qui ont été annoncés par rapport un peu à la partie, disons, études avant projet sont bien là, et que ces équipements répondent à des normes de qualité, si l'installation effectivement est faite dans les normes requises. Et puis, troisièmement, dans un souci effectivement de durabilité, il y a un troisième élément qui est important, c'est un peu la maintenance, qui va permettre à ce qu'effectivement on puisse arriver à pouvoir assurer une durée de vie, en tout cas longue, de ces systèmes solaires photovoltaïques, comme vous le savez. Quand on achète en fait de l'énergie solaire, que ce soit pour les systèmes domestiques ou pour les systèmes mini-grids, ce qui est important, c'est de voir effectivement faire tourner ce système sur 15 ans, sur 20 ans, en fonction effectivement des différents types d'équipements. Alors, donc, je pense que vous avez écouté Babacar. Alors, je ne sais pas, je donne la parole à Laura, parce que Laura donc suivait un peu quelque part le chat pour voir s'il y avait effectivement des questions qui ont été posées, Laura. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Oui, Fadel. Alors, je vois pas de questions dans le chat. Après, on n'est pas très nombreux, donc si jamais vous avez une question, vous pouvez aussi lever la main et puis on vous donne la parole. Donc, vous pouvez aussi vous signaler directement ou écrire vos questions dans le chat. Mais si vous voulez les poser directement, des fois, c'est plus facile pour les questions techniques. C'est possible aussi. Voilà, on peut laisser quelques minutes. Bonne proposition. Je pense qu'on peut aussi poser aussi. Alors, celui qui a une question, effectivement, comme le dit Laura, peut juste en tout cas se manifester, hein, prendre la parole et puis la poser, hein. Ça peut être aussi des contributions, hein, parce que souvent on est en face effectivement de personnes qui connaissent. Donc, je pense que ça peut être aussi des contributions. Nous avons aussi des contributions. Tout est ouvert. En tout cas, l'idée, c'est pendant ces 30 minutes qui restent, ou ces 25 minutes qui restent, qu'on puisse effectivement échanger sur des éléments liés à l'exploitation, sur des éléments liés à la maintenance, et pourquoi pas même sur tous les éléments que nous avons partagés durant ces 5 webinaires. On peut bien poser des questions sur le dimensionnement, on peut bien poser des questions sur la partie effectivement présentation des mini-grids. Donc, open, open, open. Qui veut se lancer? Alors, juste revenir sur une chose, hein. Alors, Oui, c'est Babacar. effectivement nous, vous avez vu que la présentation, nous l'avons orientée par rapport à un peu, en restant toujours sur la thématique maintenance, mais par rapport à nous, ce que nous avons fait dans ce projet-là. Alors, nous avons voulu quelque part également partager, mais vulgariser un peu cette démarche qui porte sur le contrôle des équipements, mais de l'installation, la détermination d'un état de référence des systèmes, qui sont quand même un élément important pour une réussite d'un projet d'installation, tout simplement, d'un système, mais surtout pour faciliter la maintenance dans la durée de vie. Donc, alors que le constat, il est que généralement, quand on parle de maintenance, on vient tout de suite, on donne les étapes parce que c'est connu généralement ce qu'il faut faire en général. Même s'il faut chaque fois, ça reste assez générique, parce qu'il faut le capitaliser, comment dire, l'adapter à une installation donnée en termes d'étapes, de processus de maintenance. Même pour la maintenance curative, ça nous arrive de faire des formations là-dessus, mais là, on va prendre des types de pannes spécifiques pour lesquels on regarde si telle panne arrive, donc ça c'est connu, comment faire pour identifier un peu la problématique. Donc, c'est ça la réalité. Si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, c'est un peu comme qui dirait on fait un pilotage à vue. Enfin, c'est vrai qu'on fait confiance aussi aux spécifications des équipements, c'est une manière de faire. Mais cette étape-là, pour nous, ça nous paraît quelque chose d'important par rapport à nous, d'ailleurs, notre quotidien, mais par rapport à ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Voilà, merci beaucoup. Merci à Babacar. Alors, quelqu'un dans le chat, mais la question est peut-être un peu large, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez spécifier, mais donc demande sur quels critères on peut évaluer la qualité des équipements solaires photovoltaïques.
Oui. Alors, sur quels critères? Là, ici, on n'a pas d'état de référence. C'est-à-dire que pour les critères, ça va dépendre, est-ce qu'on est basé sur une norme ou bien on va faire des tests à minima. Alors, si on fait des tests, on va dire que les caractéristiques données par... D'abord, il y a deux aspects. La première chose, c'est la validation des informations données par le fabricant. Si on vous dit qu'on donne un module A qui est de telle puissance, en valeur nominale, qu'en est-il réellement? Ça, c'est une première chose. Si je prends le cas de module, par exemple. Donc, la première, c'est la validation de l'information, de la spécification. Une fois que cette étape est passée, il arrive qu'un module, on voit que si on fait l'imagerie, par exemple, on va voir qu'effectivement, par exemple, une imagerie qui n'a pas apparu ici, qu'on n'a pas fait dans ce cadre-là, qui est l'électroluminescence, permet de voir l'état de santé des cellules. Le module peut être là, fonctionnel, entre guillemets. Quand vous l'exposez, vous allez déterminer une puissance, vous allez avoir une courbe IV, mais que vous voyez que l'état des cellules ne sont pas bonnes, ne sont pas dans un bon état. On voit avec l'imagerie des cellules qui sont quasiment passives, donc qui, dans quelques peu de temps, ne seront plus fonctionnelles. On voit des bus bars qui sont en train d'être coupés, sont quasiment coupés, et que ça, c'est soit c'est la fabrication ou c'est parce que les types de cellules qui ont étudié. Donc, ça, c'est au niveau module. Au niveau des induleurs, des régulateurs également, pareil. Toujours, il faudra vérifier qu'on vérifie la validité, la véracité des données qui sont fournies par le fabricant. C'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'après, en termes de performance, qu'est-ce que nous avons? Donc, ça permet de donner. Alors, ce n'est pas de dire que c'est bon ou c'est pas bon. La démarche que nous avons, ce n'est pas de dire que c'est pas bon, mais au moins qu'on sache le niveau de santé, l'état de santé, le niveau de qualité en termes de performance par rapport à ce qui est lancé. Mais par rapport à aussi un convertisseur, un onduleur, et que le rendement que nous avons nous permet de pouvoir quand même, par rapport à ce qu'on attend d'un onduleur de ce type-là en termes de performance. Si l'installation, le ratio de performance également, c'est des critères. Donc tout ça, c'est des critères qui nous permettent de dire... de nous donner notre avis sur le niveau de performance, l'état de santé à l'instant T. Donc, c'est des tests généralement à minimum, basés, initiés. Les valeurs, on n'en a pas parlé ici, mais pour chaque type de test, il y a des seuils qu'on se donne et qui ont été, comment dire, qui ont été inspirés de normes. Donc, c'est des tests à minimum. Voilà. Donc, nous, ce que nous entendons par qualité ici, c'est dans ce sens-là. Voilà. Merci Ababacar. Alors, il y a une autre question qui nous demande que faites-vous ensuite lorsque les caractéristiques que vous mesurez sont différentes de celles du fabricant? Et y a-t-il une tolérance définie à ne pas dépasser? Oui, alors, lorsqu'elles sont différentes, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, regarde, dans le cadre du projet, par exemple, nous, notre position était que l'installation est là. On était là dès le départ dans l'étude, ok, avec les collègues mais c'est la partie équipement, installation, c'est pas nous. Donc, nous, quand on arrive dans ce cadre et qu'on arrive et que le système et qu'on voit cette différence-là, au moins, on le sait. C'est-à-dire qu'on a l'état de référence, on le sait, l'information est donnée. Après, libre à avoir, généralement, si c'est des modules, c'est moins grave, si c'est tant qu'on a le minimum de performance, mais on connaît l'état, on connaît ce que nous avons entre les mains. C'est pour ça qu'on parle d'état de référence, pour savoir que, mais nous avons un champ qui en réalité n'est pas ce qui était, mais c'est des temps, c'est connu, ça va servir ce que ça va servir, parce que là où nous en sommes dans ce cadre dans le cadre de ce projet, c'est ça c'est l'attitude qu'on peut avoir. Mais il nous arrive dans notre quotidien, dans notre expérience habituelle, qu'on soit en amont où l'installation n'est pas encore là, on est dans le cadre d'un échantillonnage. En ce moment-là, le marché ne va pas au bout. D'accord? Alors, c'est bien, il y a des gens qui se sont lancés et maintenant j'ai beaucoup de demandes de questions, donc c'est super. Alors, la première personne qui m'a demandé la parole, c'était Madame Yokoli, donc allez-y. Oui, bonsoir à tous et merci professeur pour la présentation. Alors moi, ma question elle a deux volets. La première, c'est de savoir est-ce que ces préconisations de maintenance là sont respectées sur les mini-réseaux installés déjà au Sénégal? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir est-ce que on a un regard en fait sur
sur cet aspect-là? Est-ce que c'est vraiment respecté partout? Et pourquoi est-ce que les mini-réseaux installés en Afrique en général, c'est le constat qu'on fait, ne sont pas viables, ne sont pas pérennes dans le temps? Si on a ces actions de former tous les acteurs à la maintenance, tout ça. Mhm. Voilà, merci beaucoup, madame. Alors, la première question sur le respect, j'avoue que la vérité, c'est que non, c'est pas toujours respecté. Parce que, en fait, euh, il y a toujours un moyen qui manque. J'ai dit tout à l'heure, cette étape-là est liée d'abord à l'approche au départ, mais après, il y a la maintenance par rapport au coût que ça engendre, par rapport à la sensibilisation, par rapport au respect, au respect que les gens donnent à cette maintenance même. Donc, la réponse, elle est que ce n'est pas vraiment respecté dans la plupart des cas. Et ça a un impact, votre deuxième question, sur la viabilité des installations qui ne sont pas maintenues comme il faut. Et que nous savons que non seulement ils ne sont pas maintenus comme il faut, mais derrière, avant la maintenance, il y a le problème de ce que nous installons. Ce qui est installé, il y a des problèmes généralement au départ. Le départ est souvent faussé, en plus que la maintenance n'est pas respectée comme il faut, n'est pas fait comme il faut. Donc, ça fait que le problème se pose. Il y a aussi la viabilité économique, qui est un problème en Afrique, en tout cas au Sénégal. Parce que la viabilité économique, c'est que donc il faut avoir respecter les critères d'exploitation, être sûr que les gens sont capables de participer à de payer un peu. Bon, au Sénégal, récemment, on a normalisé, on a subventionné comme le conventionnel. Ça, on pense que ça règle un peu, mais il y avait ce problème où les gens ne respectaient pas ou à un moment donné, à un moment donné, ils décident de, voilà, de ne plus être dans le projet. Donc, l'échec des mini-centrales que nous avons en Afrique est lié à ça. Cette approche qu'on a donnée là, qui n'est pas toujours respectée, pour nous, c'est un frein. Et c'est nous, fort d'une étude, d'un constat que nous avons, qui a été mis à contribution dans tout ça par rapport également à ce projet qui rentre dans ce cadre, hein, qui a fait ce constat également. Bon, pour le cas de ce projet, bon, pour l'instant, Dieu merci, mais on est aussi à l'état projet. Mais c'est toujours après D'accord. projet. Voilà. Ok. Quand vous aviez dit que le départ est souvent faussé, vous parlez de la qualité des équipements qui sont installés, c'est bien ça? Oui, c'est un tout. Il y a la qualité, il y a le modèle économique, parce qu'après, il y a les deux. Il y a le modèle économique qui n'est pas toujours viable, ou pour lequel l'opérateur n'a pas pris toutes les garanties pour être sûr que ça va réussir par rapport à la pérennité du projet, en tout cas au Sénégal. Mais il y a aussi l'aspect technique qui, bon, même s'il y a eu beaucoup d'avancées derrière, mais qui reste également un problème. D'accord. Et peut-être que je ne sais pas si j'ai le droit de poser la question, Mhm. mais je souhaiterais savoir si dans le projet Léopard, tous ces paramètres-là ont été pris en compte pour assurer une certaine pérennité des installations. Parce qu'on sait déjà qu'en Europe, les mini-réseaux, enfin, les panneaux solaires ont une viabilité entre 15 et 20 ans. Et je ne sais pas si c'est la même durée de vie en Afrique, mais est-ce que c'est pris en compte dans le projet Léopard de sorte qu'on ait ces mini-réseaux installés là qui vont fonctionner jusqu'à peut-être 10 ans, 11 ans, enfin à la fin de durée de vie des panneaux solaires? Est-ce qu'on a pris en compte le remplacement des batteries, la maintenance, tout ça? Alors, pour le cas du projet Léopard, l'installation, techniquement, elle respecte toutes ces règles, critères-là. Sauf que l'aspect étude économique, remplacement des équipements, ça, c'est un autre aspect, que ce que je disais tout à l'heure. C'est l'aspect, c'est le business model, parce que c'est des équipements à remplacer. On connaît les fréquences, mais il faut le financer. Donc, tout dépend de la viabilité économique par rapport au projet. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, sur la durée de vie, effectivement, ça implique les remplacements. Parce que quand vous dites durée de vie 20 ans, 25 ans, il faut savoir que les gens le disent à tort. Parce que ce n'est pas une durée de vie réellement. C'est une garantie en puissance. C'est une garantie en puissance. C'est-à-dire qu'on vous dit que si on vous dit 25 ans, c'est qu'il est garanti que au bout de 25 ans, votre perte de puissance ne dépassera pas 20%. Mhm, C'est ça qu'on dit. C'est une garantie de puissance à 80%. mhm.
Donc, ça veut dire que le jour où on va commencer à faire les assurances, lorsque les assurances tiennent compte de cela, ça va remettre en question beaucoup de choses. Parce que le système peut continuer à fonctionner comme il faut, mais techniquement, par rapport à la garantie de puissance, la garantie est atteinte. Lorsque vous avez, et nous au Sénégal, on a fait une étude comme ça, on n'en a pas dans un certain nombre de modules, enfin un peu moins d'une centaine d'installations, on n'en a pas un qui dépasse les 15 ans. Il continue à Ok. fonctionner pourtant. Donc, cette notion de durée de vie, de garantie de puissance, bon, aussi, des fois, on l'utilise c'est un peu galvaudé. Mais sur Léopard, sur la démarche technique qu'on a donnée, on l'a respectée, c'est une bonne installation, tout ça, tout est respecté. Maintenant, sur la viabilité économique qui impacte sur la possibilité de remplacement, ça, c'est la préposer qui nous le dira parce que c'est une énergie qu'il faut financer après. Mhm. D'accord, ok. Merci Je vous beaucoup pour remercie. ces échanges. Oui, pas de souci. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à relever la main. Fadel, c'était pour compléter ou tu as aussi Oui, une question? c'était juste pour compléter Laura par rapport effectivement à ce qu'a dit Babacar, parce qu'il y a effectivement une question qui a concerné le Sénégal. Il lui demande si le Sénégal, cet aspect-là est en fait appliqué. Il faut savoir que le Sénégal, nous avons un nouveau code d'électricité. Et dans ce nouveau code d'électricité, on fait bien la différence entre les installations qui se font dans le monde rural, donc auquel cas les mini sont concernés, et c'est ce qui se font dans le système urbain ou bien les grandes centrales. Alors, la grande innovation que nous avons cette année-ci, en tout cas pour ce nouveau code, c'est qu'on est allé jusqu'à effectivement mettre en place un décret sur le contrôle qualité. Et ce décret-là va réglementer effectivement tout ce qui est contrôle qualité des équipements en amont avant qu'on parle même d'installation sur le photovoltaïque. Donc, si ce décret effectivement aujourd'hui est ratifié et on est presque quasiment, je pense, dans ça, ça veut dire que si vous importez en tout cas un matériel qui n'est pas fait au Sénégal, qui n'est pas un matériel qui a une certification, qui peut être validé par ce qu'on appelle l'association sénégalaise de normalisation, vous êtes obligé de faire, disons, des tests dans ce qu'on appelle des centres de tests de système solaire photovoltaïque. Et ça vous permet effectivement de pouvoir contrôler ces équipements. Mais quand on dit contrôler ces équipements, comme l'a dit le professeur Ndiaye, que ce soit pour le panneau solaire photovoltaïque, que ce soit pour les batteries, que ce soit pour les ombreurs, mais chacun de ces équipements arrive effectivement avec des fiches techniques et sur ces fiches techniques qu'on vérifie. Et on peut aller effectivement plus loin même pour surveiller ce marché parce que souvent, effectivement, on a vu dans l'expérience que beaucoup de panneaux solaires photovoltaïques qui nous arrivent, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on donne ce qu'on appelle les revenus de ces cellules photovoltaïques qui sont faits par l'industrialisation mondiale et qui généralement, sur les petits panneaux, on met des cellules qui ne sont pas visibles, en tout cas en termes de défauts. Et là, aujourd'hui, en tout cas, nos centres de test sont capables de le faire. Donc, tout ça, c'est pour effectivement réguler. Celle qui a effectivement parlé aussi, elle a raison. On a eu la chance d'avoir participé à une étude sur l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, effectivement, pour les mini c'est un problème. Du point de vue statistique, quand on regarde ces mini qui sont installés et qui n'ont fait que 2 ans ou 3 ans, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont quand même en train de surveiller deux choses. Ils sont en train de surveiller la maintenance des produits par l'intermédiaire de ces contrôles qualité qui sont obligatoires, mais aujourd'hui aussi, les gens sont en train de faire de la formation pour pouvoir former, disons, des techniciens, des ingénieurs, des gens effectivement en quantité, en nombre, mais surtout qui sont capables, disons, de conduire ce type de formation. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, qui est en train d'être là, parce que souvent, les études aujourd'hui m'ont montré qu'en tout cas, il faudrait davantage en Afrique qu'on puisse être regardant sur la qualité, aussi bien des hommes qui vont piloter ces installations, qui vont les installer, mais aussi sur les équipements, parce que nous ne sommes pas fabricants de panneaux solaires photovoltaïques. Et comme le marché est open, en tout cas au Sénégal, il y a une loi qui est en train de réglementer un peu tout ça. Voilà ce que je voulais augmenter, Laura, par rapport à ce que Babacar a dit et qui a déjà, en fait, très bien dit. Merci Fadel. Alors on a beaucoup de questions. Alors finalement, si on veut finir à l'heure, on va enchaîner un petit peu. Alors dans l'ordre, je pense que c'était une question écrite. Donc d'une personne qui me dit, je vois que la présentation parle de différents paramètres, mais je ne vois pas le système de surveillance en ligne du système. Est-ce qu'il est, alors je suppose que c'est pas formulé sous forme de question, mais donc est-ce qu'il y a une prise en compte de la surveillance en ligne du système? Enfin, est-ce qu'on a fait quelque chose au niveau de la surveillance en ligne du système Léopard? Oui, le système en ligne, il y a un système de surveillance en ligne, bien entendu.
Mais ce système en ligne, il est lié au fabricant, c'est-à-dire qu'il est paramétré. Donc, ça ne nous dispense pas. Oui, on ne l'a pas présenté ici, ce n'était pas le but. Et qu'on peut avoir des incidents dans des zones où lesquelles il peut être compliqué à l'exploiter comme il faut, mais l'un dans l'autre, ça ne dispense pas de cette étape-là, de ce qu'on parle, notamment du contrôle qualité, de l'état de référence. Effectivement, c'est un élément qui est là, qui existe. Avec le BMS, donc on peut avoir un PRM plutôt, on arrive à mesurer, à avoir des données, oui, mais ça ne dispense pas au Sénégal, nous, on voit que ça ne règle pas les problèmes, et c'est le cas aussi au Bénin, qui a fait qu'on a quand même, voilà. C'est clair, oui. Mais Très bien. Alors, Alors, je pense que... Oui, Monsieur Assogba lève la main depuis un moment. Allez-y. Il parlait du C, non, c'est ça? Non, il y a Enoch qui a levé la main. Enoch? Oui. Allez-y. Ok. Vous me recevez? Oui, allez-y. Ok. Bon, merci au professeur. Je voudrais revenir sur ma question par rapport aux critères pour savoir la qualité si un équipement solaire est de qualité. Donc, avec ce que le professeur a expliqué, c'est qu'on est déjà en possession de l'équipement. Alors, on suppose que l'équipement n'est pas encore installé, tu vas sur le marché. Il y a les deux. Donc, c'est seulement se tenir bien du fabricant pour faire ce choix-là, ou bien comment, c'est ma question. En fait. Alors, si je comprends bien, nous avons les deux cas. Il y a le cas où, dans tous les cas, il y a les seuils. Par exemple, pour les modules, nous avons des classifications. Selon la variation qu'on a entre la puissance assignée par le fabricant et ce que nous avons mesuré. Donc, on va classifier. Nous, par exemple, au niveau Sénégal, on a fait des normes à minima, des tests à minima, pour lesquels on peut avoir soit 4 classes A, B, C jusqu'à D, selon la variation. Alors, ces normes, ces seuils-là, ce n'est pas des normes. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous avons notre organisation nationale qui n'a pas encore donné des normes de valeurs normées, mais nous sommes mis des normes, des valeurs, des tests à minima, ce qu'on appelle des tests à minima. Donc, ça veut dire que l'équipement, on va le classifier, donc on va le donner pour les modules, par exemple. Une fois qu'on a fait les tests, on va le classifier pour dire par rapport aux recommandations. Maintenant, là où il y a le problème, c'est lorsque l'installation est déjà en place, comme le cas de Songhai, où nous n'intervenons pas dans le choix des équipements. Nous avons intervenu dans la partie études, tout ça, mais le choix des équipements, où ici au Sénégal, il arrive qu'une installation est sur place, on doit faire les tests avant la mise en service, donc la réception, où on va faire les tests pour déterminer l'état de référence. C'est là où il y a le problème parce que les résultats sont là, c'est un constat. C'est un constat à faire, mais qui n'est pas inutile. Il n'est pas inutile parce qu'on sait au moins à quoi s'en tenir et ça va impacter fortement sur la maintenance par rapport au comportement du système dans la suite. Maintenant, la meilleure approche, comme vous venez de le dire, cette approche-là existe sur le marché. Par exemple, nous, on a des importateurs qui nous demandent, des fois, c'est des échantillons qu'ils amènent, ou bien ils ont un conteneur. Mais généralement, c'est avant, ceux qui sont bien sensibilisés, c'est avant qu'ils nous amènent des échantillons et le résultat du test va les conforter dans leur choix de continuer leur processus ou de ne pas continuer. Parce que le Sénégal aujourd'hui, le résultat du contrôle ne les intéresse pas. Par exemple, on a une exonération sur la TVA. Si le fabricant, le module n'a pas ses équipes, n'a pas de certificat de test, vous êtes obligé de venir faire ces tests chez nous. Si vous le faites dans les centres ici, on ne va pas vous demander est-ce que les tests sont de bonne qualité. Donc, ce qu'on vous demande, est-ce que vous avez les tests, est-ce que le document existe, qui montre la qualité. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que quand le composant rentre, qu'on ait un état de référence. Ils ne vous exigent pas de qualité, entre guillemets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à celui qui a posé la question sur la qualité, qu'il faut prendre un peu, qu'il faut relativiser. Nous, ce qu'on appelle qualité, ici, c'est-à-dire qu'on a l'information sur l'état de santé, donc c'est qui est gage de qualité et qui, en même temps, qui donne une idée de la qualité, si vous voulez, l'état de santé, entre guillemets, l'état de performance, et qui va forcément être un élément important dans le suivi,
dans le suivi des performances et dans la maintenance de l'installation. Mais le projet au Sénégal, c'est d'aller plus loin sur l'exigence et sur les écarts pour accepter qu'un équipement soit rentre, ou bien le niveau d'exonération va être, comment dire, fléché sur ce résultat-là. Merci Ababacar. Enoch, tu voulais compléter? Oui, c'est bon déjà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, si on continue dans les questions, alors là, j'ai une remarque plus générale sur un retour sur la formation. Alors déjà, un remerciement pour l'organisation de la formation. Donc, Monsieur Ramdé ou Ramd, je ne sais pas, nous dit: merci pour cette belle aventure qui tire à sa fin. Ce fut un réel plaisir d'avoir participé. J'aimerais que les organisateurs trouvent ici notre gratitude. Et donc, j'aimerais savoir, après cette 5e session, est-ce qu'il y aura une évaluation des compétences acquises ou peut-être de manière plus générale à Babacar, est-ce que il y a une poursuite, enfin voilà, est-ce que les participants peuvent trouver plus d'informations ou des suites à cette formation? Bon, peut-être que là, je vais laisser la parole à Fadel. En tout cas, moi, à mon avis, tout ce que je peux dire en tant que acteur du domaine, en tant qu'universitaire, c'est que je reste ouvert, nous restons ouverts à échanger sur des problématiques générales dans votre travail, dans vos expériences. Des formations, nous en faisons d'autres dans d'autres cas, mais on reste ouvert, je reste ouvert personnellement. Maintenant, dans le cadre de ce projet, en tout cas, l'esprit, c'est créer ces réseaux, l'échange, donc avoir un groupe qui reste, qui soit, comment dire, fidèle, qui puisse suivre ces séries de webinaires, et que derrière, l'idée, comme tout projet crédible, c'est qu'un réseau se crée, c'est-à-dire un groupe de gens qui continuent à échanger, à avancer ensemble de manière, pour le bien de la filière. C'est ça l'objectif de départ. Et je pense que moi, en tout cas, je reste dans cette logique. Et pour ça, je sais que c'est ça. Maintenant, évaluer, je ne s'était pas prévu. Maintenant, quelle est la suite derrière, à part la mise en place de ces réseaux, à part la consolidation, le maintien de ces réseaux avec les contacts que vous avez, ça, ce serait déjà le premier résultat qui, à mon avis, serait quelque chose de très important pour nous autres. Voilà. Fadel, si tu entends. Oui, merci Babacar. Alors, merci pour effectivement la question, hein. Je pense qu'en tout cas, il faut peut-être juste qu'on vous donne effectivement le cadre dans lequel nous faisions ces webinaires. C'est dans le cadre, disons, d'un projet européen sur lequel effectivement nous avions comme des livrables de faire ces projets sur la sensibilisation à la formation pour les immigrés. C'est ce qu'on vient de faire. Après, on a été même beaucoup plus à la limite du point de vue délivrable par rapport un peu à ce qui a été demandé, parce que normalement, c'était juste effectivement sensibiliser sur la maintenance de base pour les utilisateurs comme pour les techniciens. Et nous, on s'est dit, voilà, comme c'est une occasion, on va aller plus loin. Et je pense que c'est ça qui a été fait. Pour dire qu'en tout cas, dans ce projet, comme c'est des éléments qui sont contractuels, c'est un peu ça le cadre dans lequel on aurait pu faire. Maintenant, il y a une chose qu'il faudrait effectivement, sur laquelle que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas par l'intermédiaire de notre partenaire MEDE, nous avons une base de données maintenant, en tout cas de tous ces gens qui sont venus faire en tout cas, leur demande pour pouvoir participer. Et nous, ça nous donne en tout cas cette occasion de vous avoir comme base de données et que chaque fois qu'il y a une opportunité de formation, une opportunité en tout cas de vous mettre en tout cas la possibilité de suivre des formations, dites-vous qu'effectivement nous allons partager avec vous parce que pour nous aussi, le fait d'avoir disons, une formation sur des personnes, parce qu'on a effectivement vos niveaux de formation, nous avons effectivement les structures dans lesquelles vous travaillez. Et donc, on ne va pas hésiter, nous, à pouvoir effectivement vous donner ces éléments. Personnellement, en tout cas, ou en tout cas dans le cadre de nos structures, on est en train de réfléchir pour faire de la formation certifiante, mais ça prend un peu de temps. Mais dites-vous effectivement, quand on aura mis en place ces éléments-là, on n'hésitera pas à partager. Voilà un peu ce que je pouvais dire et je peux donner la parole à Ahmed, qui a levé la main, qui est le coordinateur de ce projet. Et certainement, Ahmed a aussi quelque chose à partager avec vous. Ahmed. Merci. Oui, effectivement, je voulais juste signaler que le projet officiellement prend fin donc, en décembre 2024 et que, disons, il y aura un événement de clôture au mois de septembre-octobre et qu'à cette occasion, on organisera un nouveau webinaire pour
disons, présenter l'ensemble des résultats à la fois méthodologiques et installation et exploitation, maintenance, etc. Disons un récapitulatif de tout ce qui a été fait au niveau du projet depuis sa création, à son démarrage. Donc, voilà ce que je voulais ajouter et qu'à cette occasion, vous serez donc tous informés si vous voulez participer à ce webinaire. Oui, merci Ahmed, effectivement, d'avoir précisé cela. Et comme nous avons effectivement la base de données par l'intermédiaire de MEDE, donc certes, forcément, effectivement, pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire, ben, nous allons effectivement vous convier et je pense que Laura fera la même chose, il fera l'annonce et à tous ces beaux mondes et comme ça, on sera très heureux effectivement de partager avec vous, en tout cas sur l'ensemble des activités qui ont été faites dans le cadre de ce projet, en tout cas sur les mini-grids. Et comme ça, au-delà même juste de la formation, vous allez effectivement voir qu'est-ce que nous avons mis en place dans le cadre de ces mini-grids. Voilà, merci Laura, à toi aussi Ouais, encore. je reprends la main, ouais, parce que j'aurais dû prendre cette question après finalement, puisque ça aurait été une bonne conclusion, mais c'est pas grave, on va repartir sur les questions technique, mais effectivement, j'ai les contacts de tous les participants à la formation. Donc, pour boucler là-dessus, on vous on va continuer à vous faire suivre des messages et on vous dira sous quelle forme prendra la suite. Je vois qu'il y a des suggestions de groupe WhatsApp. Ça sera discuté au sein des partenaires du projet pour voir quelle suite on donne. Mais en tout cas, vous êtes toujours dans la boucle pour la suite des informations concernant le projet Léopard. Donc, on ne manquera pas de vous tenir informé. Monsieur Gaï ou Madame Gaï lève la main, donc allez-y pour votre question. Bonjour, bonjour à Oui, tout le bonjour. monde. Bonjour. Ma question concernait à la maintenance des mini-grids solaires. Je voulais demander exactement s'il est également recommandé de réaliser la maintenance des équipements après un certain nombre d'heures de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement. Genre, genre, je sais pas, genre, s'il y a des systèmes de maintenance où à chaque fois, après chaque heure de marche des mini-grids, genre, s'il est recommandé de faire des maintenances là-dessus en coupant toutes les machines, je sais pas, pour faire la maintenance là-dessus. Allô? Alors, oui. Oui, une maintenance, vous savez très bien elle doit être programmée. C'est pas une question de par rapport aux équipements, c'est une question de contexte. Parce que quand vous faites de l'électricité et que vous dites que vous coupez tout dépend de qu'est-ce que vous avez comme équipe, quelle est votre charge. Est-ce que vous êtes dans une unité de production? Le problème, et puis une maintenance, elle est programmée. Nous, vous avez vu qu'ici, on a les équipements en général, on a programmé, on propose des maintenances trimestrielles. Donc, ça veut dire que tout va bien, il y a la maintenance. Vous, ce que vous dites, c'est que s'il y a un problème, forcément, il va falloir intervenir, faire de la maintenance curative. Mais là, on parle de maintenance préventive. Donc, c'est de programmer par rapport à un contexte. Même quand on dit 3 mois, il peut arriver que, vu la spécificité de l'installation, c'est pas figé. Donc, c'est pour ça en maintenance, c'est très difficile de parler de maintenance parce que les choses, on ne peut qu'être dans des cadres généraux qui doivent être spécifiés par rapport à des contextes, par rapport à un type d'installation, mais par rapport à l'usage qui en est fait de manière générale. Je ne sais pas si j'ai compris votre question ou... Bon, ma vie, bon, en fait, ma question était, genre, si, parce que la plupart du temps, quand on regarde les mini-centrales dans les régions ici au Sénégal, ont tout le temps des problèmes. Je ne sais pas si, Mhm. genre, sont les entreprises qui n'ont pas le type de maintenance préventive à chaque heure de marche, genre de la mini-centrale, il y a une maintenance à faire là-dessus, il y a un suivi à faire là-dessus. C'est ce qui est dû au fait que, genre, les mini-centrales, la plupart des mini-centrales installées par l'État du Sénégal ne sont plus en marche. La majorité, genre, il y a des défauts, il y a des trucs là-dessus. Mhm. C'était Oui, ça, au fait. Je demandais s'il y a un suivi ou bien s'il y a un programme à chaque heure de marche, il y a une maintenance à faire là-dessus où l'entreprise doit suivre la maintenance à faire sur la à, mini-centrale. à chaque heure, non, pas à chaque heure, mais
les équipements installés déjà, en fonction du type de centrale, il y a des spécificités des équipements qui sont installés. Donc, en fonction des équipements, en fonction du type déjà qui est fait, le planning de maintenance doit être élaboré. Donc, le plan de maintenance n'est pas le même que si on veut une installation à Podor pour installer, pour alimenter un groupe de village, ou quand vous en faites comment dire, à Kaolack pour un usage un peu plus, avec des activités beaucoup plus, comment dire, avec des moteurs, des trucs comme ça. Donc, la différence va dépendre de l'usage et du contexte. Donc, mais si le problème lié à l'échec de ces installations, comme on l'a Madame Sola qui en avait parlé, c'est juste qu'il y a des étapes qui sont ratées, en fait, dès le départ, sur la mise en place, le choix des composants, l'installation, mais également la maintenance. C'est un tout, c'est une chaîne. Le gros problème, c'est pas que seulement la maintenance. Des fois, c'est toute une chaîne. Il y a des étapes qui sont ratées, mais il y a la maintenance également qui occupe une part importante dans tout cela. Mais c'est pas une installation, ça ne se fera pas des heures, ça ne se fera pas forcément toujours tous les 3 mois. Il y a des installations aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, il y a des systèmes de monitoring à distance où tu vois des informations qui te permettent quand même d'ajuster ton plan de maintenance parce que tu as vu des choses qui te paraissent bizarres, qui ne sont pas, voilà, l'analyse qu'on en a fait sur les données font qu'il faut intervenir, mais toujours en restant dans la maintenance préventive, parce que quand on est plus dans la préventive, ça, la question ne se pose pas, il faut forcément faire la maintenance, quoi. Mais, mais, mais genre, pour mieux garantir la maintenance préventive, comme vous l'avez dit, genre, il devait avoir normalement à chaque heure de marche, c'est bon, genre, qu'il y ait un programme là-dessus qui permettra, parce qu'on remarque le plus souvent en Afrique, même avec les panneaux solaires qui sont dehors, genre les lampadaires qui sont dehors, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de suivi après. On est d'accord. On est Genre, d'accord. Mais ce là, plan-là, il est élaboré et on le connaît. Chaque installation, il y a un plan de maintenance qui doit être mis en place et qui doit être déroulé comme il faut. Sauf que des fois, il existe sur le papier, mais il n'est pas déroulé. Ou bien il ouais, existe, mais ils l'ont fait pour économiser. Par exemple, les gens qui vont faire des maintenances, en quittant à Dakar pour aller faire des maintenances, on leur dit, si vous prenez les cas des lampadaires ou les cas des centrales, des installations pour les gens des télécoms, on te demande de quitter Dakar pour aller jusqu'à Saint-Louis en 2 jours. Puis tu t'arrêtes sur le site. Donc, c'est vrai que les choses sont bâclées. ouais. Donc, il y a beaucoup de petits problèmes comme ça. Des fois, c'est à des soucis économiques, le personnel qu'on ne veut pas mettre en place pour aller faire les maintenances comme il faut. Des fois, les techniciens qu'on a laissés au niveau local ne sont pas aptes du tout, ils ne sont même pas conscients du travail. C'est le minimum qu'ils doivent faire là, ils ne le font même pas comme il faut. Des fois, lorsque il y a un monitoring à distance, celui qui doit l'exploiter ne le surveille pas comme il faut. On va regarder que quand il y a des problèmes pour voir que, waouh, tiens, il y a 3 semaines, il y avait déjà ce problème-là. On ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas regardé. Donc, il y a tout un tas de choses qui demandent de la rigueur, une planification, respect des normes d'installation, respect sur avoir des équipements de qualité, mais également un plan de maintenance pertinent, mais respecté. D'accord, merci, monsieur. Alors, on a encore des questions. Alors, dans l'ordre, je pense que c'était une question à l'écrit. Y a-t-il des valeurs limites définies pour une conclusion technique sur les opérations de mesure de contrôle sur les équipements? C'est-à-dire des valeurs pour lesquelles une conclusion peut être tirée si le matériel doit être remplacé ou s'il peut continuer par fonctionner. Oui. Alors, ce que je l'ai brossé un peu cette question tout à l'heure. Il y a des valeurs limites. Nous, par exemple, si vous prenez les modules, on a créé des classes. On a 4 classes en fonction des seuils qu'on a. Mais quand on parle de seuil, c'est par rapport aux spécifications du fabricant. Selon la place dans laquelle nous sommes, le seuil que nous avons, on va le classifier. Mais ça ne voudra pas dire qu'il faut le mettre hors du service, hors service. Après, comme je dis, l'information est là. L'utilisateur en fera ce qu'il veut. Je disais tout à l'heure que c'est une question de détermination de l'état de qualité, de l'état de santé du système. C'est juste les seuils-là nous permettent de classifier les différents équipements en fonction des seuils que nous avons en valeur nominale dans les conditions STC si vous prenez le cas du module. Donc, ce qui fait que on n'a pas c'est pas une question de, on va pas dire que c'est bon ou c'est pas bon voilà.
Allô? Pardon, excuse-moi, j'avais mon micro coupé. On va peut-être prendre une dernière question, puis après, on va devoir conclure, mais vous avez tous mon mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer les questions, je ferai suivre si certaines, on n'a pas eu le temps de les traiter. Et donc, peut-être Monsieur Thiam qui lève la main. Bonjour. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier en tout cas toute l'équipe de Léopard et particulièrement mon professeur Kébé, Fadel, que je remercie au passage. Alors, j'avais deux questions à poser, peut-être même la première est relative au support, parce qu'on a eu à rater quand même la formation sur l'installation. Ce jour-là, je crois qu'on avait une réunion ailleurs, on n'a pas pu participer. Et la question de savoir est-ce qu'on pourrait disposer justement de ce module-là. La deuxième question, c'est lié aux centrales PV, surtout aussi au Sénégal dans le nord. Le problème que nous avons, c'est qu'une fois qu'une centrale PV est installée, 1 ou 2 ans après, on voit que après les populations ne sont pas contents, les usagers. Notamment, ils disent que nous, on a des équipements que le système ne peut pas prendre en compte. Donc, c'est des coupures à longueur de journée ou bien la nuit. En tout cas, l'énergie qui est livrée ne peut pas satisfaire totalement le village. Et finalement, après plusieurs négociations, plusieurs tensions sociales, souvent la centrale est obligée d'être délocalisée, apportée ailleurs, ramenée ailleurs dans d'autres localités par les autorités et remplacée par les réseaux électriques. Alors, est-ce que cela est dû à un problème, disons, des problèmes au moment en tout cas, de prendre la demande d'énergie au niveau des enquêtes, ou bien simplement, et malgré que d'ailleurs ces équipements souvent, le fabricant nous dit, ou en tout cas l'installateur dit que, en tout cas, c'est des systèmes avec des batteries, mais c'est modulable. Donc la puissance est modulable en fonction, en tout cas, de la demande d'énergie journalière ou peut-être même mensuelle. Mais souvent, on voit que c'est un réel problème. Et finalement, finalement, on résout à transférer, en tout cas délocaliser l'équipement. Quelle est maintenant la solution qu'on peut, en tout cas, prévoir pour résoudre ces problèmes-là entre les usagers et peut-être les installateurs d'équipements? Merci. Merci, Fadel, ou je prends, après tu reprends derrière. Ouais, tu peux y aller, Babacar, après je reprends derrière. Oui, donc merci, M. Thiam, donc, pour ces intéressantes informations. Effectivement, c'est en même temps une contribution. Alors, oui, pour le support sur l'installation, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc, il faut juste envoyer votre contact, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur l'évolution de l'image, enfin, entre guillemets, du caractère un peu problématique que les usagers ont du soleil dans certaines zones au bout de quelques années, ça, on le connaît, c'est connu. Ce n'est pas qu'au Sénégal d'ailleurs. Mais la raison, elle est multiple. D'abord, il y a un problème parce que le problème, c'est quoi? Ils vous disent que nous, on a le solaire, on n'a pas le même confort que les autres qui ont le conventionnel, qui sont dans un village qui est à quelques kilomètres, qui, eux, ne sont pas assujettis à ces difficultés. Donc, ça veut dire que l'installation, il y a toujours un problème sur l'installation lui-même, ce qui a été installé, le suivi, le respect du contrat qui lie l'opérateur aux usagers, tout ça pose problème. Maintenant, souvent, l'opérateur aussi ne joue pas le jeu parce que des fois, ils vont dire aux usagers, donner des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que les charges qui évoluent constamment, il faut en tenir compte. Les stockages qui, dans le temps, certains composants doivent être remplacés, ne le sont pas tout le temps. Donc, c'est juste pour dire que là, souvent les clients sont laissés à eux-mêmes, sont laissés entre opérateurs et clients, il y a toujours, il n'y a pas assez de régulation qui font que les opérateurs aussi ne sont pas exempts de tout reproche. Mais l'un dans l'autre, le problème, il est là. C'est que les installations, parce que dans d'autres pays où c'est bien fait, ça marche comme il faut. Mais il faut un suivi et respect du cahier de charges, respect de l'engagement de l'opérateur, mais respect aussi des consignes de l'usager. Donc, c'est ça qui fait que, pour moi, la solution, c'est juste que les gens doivent rester dans l'orthodoxie, dans la manière d'installer,
et dans la manière de maintenir et que les usagers également, et qu'il y ait un discours de vérité. Mais aujourd'hui, la technologie, l'État, au niveau où il en est, ce n'est plus une question de technologie. Parce que vraiment, voilà. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire pour dire que oui, le problème est là, mais il n'est pas insurmontable. Il est dû à des exigences techniques, économiques, qui ne sont pas pris en charge comme il faut, aussi bien côté opérateur, côté exploitant, mais aussi côté usager, dans une moindre mesure. Donc, ce que je voulais... Oui, alors moi je voulais en tout cas ajouter quelque chose. Monsieur Thiam, vous avez travaillé au niveau de l'Agence sénégalaise de notification rurale et vous savez très bien effectivement que c'est encadré effectivement l'électrification rurale. Effectivement, a des problèmes multiples et je pense que depuis quelques années quand même, il y a eu cette quête effectivement de solution qui est là. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on avait à l'époque, effectivement, le prix de l'électrification était beaucoup plus cher que quand on a effectivement une tarification dans la zone urbaine. Je pense que pour, en tout cas, l'expérience du Sénégal qu'on connaît avec laser, il y a effectivement des projets qui ont été mis en place qui fait que maintenant, quand on achète de l'énergie par voie énergie renouvelable, au niveau du monde rural, ça devient maintenant quelque chose de très compétitif. Il y a un autre élément effectivement sur lequel je pense que maintenant les gens sont en train de faire attention parce qu'on a la problématique d'électrification rurale, on est confronté souvent effectivement avec, disons, deux opérateurs qui viennent. Le monde rural, on a des opérateurs qui sont des privés, qui viennent installer des mini-grids, mais tout ça sous l'égide de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Parce que moi, en tout cas, c'est ça que je vais dire en dernier lieu, tout ce que vous dites comme ça, ben, il y a un régulateur qui est là. C'est l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Parce que c'est lui qui commet, c'est lui qui organise, c'est lui qui passe les marchés. Et donc, c'est à lui, effectivement, d'être très regardant par rapport à ces entreprises qui viennent installer. Et souvent, effectivement, comme l'a dit M. Ndiaye, ces entreprises, souvent, ne respectent pas les clauses, ne respectent pas les cahiers de charges. Et c'est ça qui amène un peu ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand vous amenez de l'énergie dans le monde rural, ben, ça veut dire que ces personnes-là qui sont là, dans la stratégie d'accès à l'énergie, ils n'ont que ça, parce que le gouvernement a dit que ben, c'est ce mini-grid qui est installé chez eux qui leur apporte l'énergie. Et il est normal que ces gens-là, que ça ne marche pas, ben, que ces gens-là, effectivement, des comportements parfois à l'excès, parce que dès que tu commences à apporter l'énergie dans ton village, et les gens commencent à acheter des équipements, ils commencent à bâtir des activités génératives de revenus, ben, il y a effectivement un problème qui est là. Ça, c'est un peu tout ça. Je veux dire que c'est vraiment l'État, par le biais des agences, qui doivent un peu régler ce problème. Avant, il y avait beaucoup de problèmes, mais de plus en plus, tous ces efforts qui sont en train d'être faits, c'est justement pour juguler encore une fois ces problématiques. Et les gens doivent faire des bons cahiers de charges, doivent faire passer des bons marchés, doivent exiger effectivement qu'il y ait du contrôle qualité, de la main de l'exploitation. Ça rejoint un peu notre thème d'aujourd'hui. Et je pense que maintenant, de plus en plus, en tout cas au Sénégal, les gens sont regardants un peu sur. Et ça, c'est un peu le régulateur qui est un peu, qui a le en tout cas, merci beaucoup, je suis satisfait, merci. Merci Omar. En tout cas, on fera aussi attention parce que toutes les formations qu'on a faites, je voulais préciser que Laura le dira, c'est que nous avons effectivement sur le site de modèle inclusif, Fadel, on t'entend très très mal. Je crois que quelqu'un a son micro ouvert. Si tu peux couper les micros des autres. Enoch qui a son micro ouvert. Enoch, s'il vous plaît, tu peux fermer ton micro. Enoch, ton micro. Enoch. Je vais répondre à Babacar le statut de force. Enoch. Babacar, tu peux fermer le micro d'Enoch. C'est toi qui as le truc de haute. Bon, là, je pense que c'est bon. Je vais en profiter du temps de 16h13. Je pense que ce que je voudrais peut-être dire, on va remercier tout le monde par rapport un peu à notre participation à ce webinaire, aussi à l'ensemble des webinaires. Nous voulons aussi remercier. Je pense que c'est le micro de Marius. Marius, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Attendez, je vais Recommence, Fadel, désolé, vas-y.
je vais reprendre récupérer le statut de l'autre. Et puis, oui, Marius, je vais essayer de voir. Bon, il a fermé le micro. OK. Alors, donc, je voulais en tout cas remercier tout le monde par rapport à la participation déjà à ce webinaire. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup de gens qu'on voit ici à travers Manuel, à travers Cham, à travers tout ce bon monde, je pense qu'ils nous ont suivis depuis le début. Pour dire qu'en tout cas, on a été très satisfaits. Et puis, votre présence, la participation des uns et des autres a été, disons, un facteur galvanisant pour nous, en tout cas, l'équipe de Léopard, avec à la tête Ahmed, Laura aussi, que je remercie beaucoup pour, en tout cas, ce travail de préparation, d'organisation, des gens de RS, des gens de Léopard, en tout cas, de EPAC, en tout cas, tous les collègues, en tout cas, tous les participants qui ont animé et qu'on travaille main dans la main, effectivement, pour pouvoir donner notre pierre, en tout cas, dans l'édifice, surtout sur, en tout cas, cette stratégie dans l'électrification rurale, qui est aujourd'hui extrêmement importante, parce qu'il faut savoir que les mini-grids ont été choisis par la CEDEAO, par les États, effectivement, de la CEDEAO, comme, en tout cas, un des trois moyens d'accès à l'électricité. Donc, on ne peut que vous remercier. Nous avons effectivement bien entendu et donc essayé de suivre avec nous. Laura pourra partager, comme l'a dit Ahmed, sur effectivement notre dernier événement qu'on fera en 2025, pour pouvoir partager avec vous effectivement les conclusions et les résultats de ce projet. Et on vous assure aussi que comme nous avons la base de données, chaque fois qu'on a des opportunités, en tout cas de formation, des opportunités de certification qui sont en train d'être bâties à gauche, à droite, nous allons effectivement vous en faire mienne ou bien la vôtre pour qu'on puisse en tout cas continuer davantage sur ce terrain de formation de masse critique, en tout cas dans le secteur des énergies renouvelables, dans les mini-grids, parce que nous avons besoin en Afrique de travailler tous pour l'accès à l'universel. Sous ces derniers mots, en tout cas, je voulais remercier tout le monde, vous dire qu'en tout cas, on vous reviendra. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Voilà. Je pense qu'on peut s'en limiter là aujourd'hui parce qu'on a dépassé de 15 minutes, ce qui montre que c'est intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup et on se dit à très, très, très bientôt. Merci à toute l'équipe et merci à l'audience. Merci Laurent. Bonne Merci soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.